Françoise Mézières. Françoise Mézières, en France, ce nom signifie révolution. Révolution car elle rejette tout à fait les méthodes classiques de traitement. Et du même coup, elle rejette le fait que nous puissions être victimes de déformations héréditaires ou acquises. À la limite, elle dirait « tout le monde peut avoir un corps parfait ». Au départ, Françoise Mézières a reçu elle-même une formation qu'elle qualifie aujourd'hui de classique, c'est-à-dire de physiothérapeute, kinésithérapeute, comme on dit en France. Elle a enseigné l'anatomie à la faculté de médecine de l'Université de Paris. Vous m'arrêtez. Je vous arrête. C'est à l'école française d'orthopédie et massage. Voilà, le message est fait. C'est pas la faculté. Et depuis 1947, les changements dans la conception de son travail font des remous en France et elle se gagne des adeptes dans le monde médical et paramédical. Aujourd'hui, elle enseigne sa méthode chez elle, dans le sud-ouest de la France. 24 Québécoises sont initiées, sont devenues méziéristes, ce qui explique d'ailleurs son séjour ici au Québec. Avant de rencontrer les deux méziéristes qui sont pleines d'enthousiasme pour la formule, la méthode, je devrais dire, et d'estime également pour sa créatrice, j'aimerais savoir quelles sont, Françoise Mézières, les bases même de votre méthode. Comment ça vous est apparu essentiel de changer quelque chose à la physiothérapie ou kinésithérapie que vous pratiquiez déjà? Voilà. C'est à partir d'une observation tout à fait inattendue, parce qu'il m'est arrivé un jour un cas énorme de ce qu'on appelle une syphose. Alors, je dirais rapidement que nous avons des creux et des bosses dans le dos, normalement, et ce sont les courbures de la colonne vertébrale, les courbures physiologiques normales, qui sont une bosse dans le dos, qu'on appelle une syphose, et puis deux creux au-dessus et au-dessous, qu'on appelle des lordoses, un creux à la nuque, qui s'appelle la lordose cervicale, et puis un creux ce que le public appelle des reins, dans les lombes, qu'on appelle la lordose lombaire. Ça, c'est physiologique. Alors, on devrait dire toujours une hypersyphose dorsale quand c'est la bosse qui s'exagère, une hyperlordose quand ce sont les creux qui s'exagèrent, et puis une inversion des courbures quand la bosse est là où il devrait y avoir des creux et les creux où il devrait y avoir la bosse. Et c'était un cas énorme de syphose, donc de bosse, alors qu'il n'y avait pas de creux. Et c'est en essayant d'aplatir cette bosse qui était tellement raide que j'ai couché le sujet par terre pour appuyer ses épaules par terre, que j'ai vu se dessiner, s'exagérer de façon invraisemblable le creux des lombes. Alors j'ai pensé qu'il ne fallait pas lui coller à une deuxième déformation sous prétexte de réduire la première. Et j'ai basculé le bassin en arrière en pliant les genoux sur le ventre. Et à ce moment-là, c'est la lordose cervicale, c'est le creux cervical qui s'est exagéré. Alors ça m'a beaucoup troublé parce que je me suis dit, s'il en est ainsi, tout ce qu'on nous a appris est faux. Les muscles du dos, d'abord, se comportent comme un seul muscle, et comme un seul muscle qui réagit de la tête aux pieds, quoi qu'on fasse, à un niveau donné. Donc, ce cas de bosse, je dois le traiter comme un cas de creux total. Alors, c'était tout de même très troublant. Mais c'était l'envers de la C'était l'envers. Je ne pouvais pas penser qu'on m'avait appris des sottises. Alors, j'ai d'abord cru que j'avais mal vu. J'ai recommencé. Voyant que c'est toujours pareil, j'ai appelé une consoeur qui était là, je lui ai demandé si elle voyait. Ce qu'elle voyait d'abord pour ne pas l'influencer. Et puis elle voyait pareil. Alors, je lui ai demandé, alors la conclusion, les muscles du dos sont-ils trop faibles? Parce que on accuse tous nos dimorphismes, toutes nos déformations d'être le résultat de la faiblesse de ces muscles. Et on cherche toujours à fortifier toute partie de cette musculature. Eh bien, elle a conclu, ils sont trop forts, ils sont trop courts. Alors j'ai dit, je ne pouvais pas me résigner à accepter cette chose-là. J'ai dit, cette femme-là, c'est un phénomène. C'est l'exception qui confirme la règle. Enfin, je ne verrai jamais ça. Maintenant, eh bien, j'ai vérifié sur tout le monde, et puis il y a plus de 30 ans de ça. Puis j'ai jamais eu le contraire. Alors ça veut dire que vous avez fait table rase de presque tout l'appui. Alors j'ai dit, il faut faire table rase. Il faut faire table rase. Alors, évidemment, à ce moment-là, ça n'était qu'empirique. J'avais vu et j'agissais en fonction de ce que j'ai vu. J'ai d'ailleurs eu des résultats tellement sensationnels que ça m'a beaucoup encouragé. Mais j'ai cherché à expliquer.
cette chose-là. Alors je me suis référé aux données de l'équilibre, aux données, parce qu'on nous raconte que les côtes sont accrochées en avant de la colonne, alors on devrait tomber, toute la charge est en avant de la colonne, alors il faut une force antagoniste dans le dos. Alors j'ai regardé d'abord les définitions de l'équilibre, et j'ai vu qu'on était parti sur une erreur monumentale, d'avoir confondu l'équilibre et le maître couple, qui est un système de force antagoniste, que je vous ferai grâce de la description. Mais c'est toute cette gymnastique orthopédique, et il n'y a pas que la gymnastique orthopédique, toutes les gymnastiques sont bâties d'après les mêmes choses. Alors, quelles sont les différences que vous avez c'est-à-dire, quelles sont les bases que vous avez jetées pour cette méthode dite méziériste à partir de ces données-là? Alors, à partir de ces données-là, ayant compris qu'on ne pêchait pas par faiblesse, mais au contraire par hypertonie, par manque d'élasticité de ces muscles, j'ai d'abord regardé comment ils étaient faits. Et c'est une chaîne. Nous avons une chaîne postérieure, et depuis l'existence des vertébrés. J'ai eu la joie de vérifier auprès des savants du muséum. C'était l'idée qui m'était venue en voyant cette coriacité, si je puis dire, de la chaîne postérieure. J'ai pensé qu'à partir des reptiles, il n'y avait pas d'autres muscles. Ça avait été les premiers muscles, et ces premiers muscles subsistent dans toutes les espèces de vertébrés. Alors, si bien que tous les muscles dépendent les uns des autres. Dépendent, oui, et de cette chaîne postérieure. Les serpents n'ont pas d'autres muscles derrière. Ils ont deux de nos muscles, transversaires, épineux, dorsal. Ils n'ont que cela pour marcher. Et par la suite, les pattes viennent, remplacent les écailles ventrales pour l'appui, etc. Mais cette chaîne-là, elle est à l'origine de tout, et les autres muscles sont somme toute des dépendances de cette chaîne. Ça leur sert de point d'appui. Voilà, c'est ça. Alors, c'est comme ça. C'est très dommage, ça ne simplifie pas le travail, mais c'est comme ça. Et cette chaîne a plusieurs fonctions, plusieurs vocations. Elle nous jette en arrière, elle exagère nos creux du dos. Et puis elle nous tord, parce qu'elle n'est pas exactement parallèle, il y a des muscles obliques. Alors, ils nous fléchissent sur le côté, ils nous tordent, ce que fait le serpent pour marcher, n'est-ce pas? Comme elle se raccourcit à longueur d'existence, eh bien, on rapetisse en vieillissant. Et on se tasse, et on se déforme, et on s'enlaidit. Mais oui, puis vous n'acceptez pas ça d'une certaine façon? Non, parce que le muscle est essentiellement plastique, c'est-à-dire que tous les corps sont élastiques, et le muscle l'est particulièrement. Théoriquement, et c'est aussi une chose qui me poussait à chercher, c'est que théoriquement, on peut faire ce qu'on veut d'un muscle. On peut l'aplatir, on peut le gonfler, on peut l'allonger, on peut le raccourcir. On en fait ce qu'on veut. Et je pensais que toutes les déformations qui n'étaient pas des déformations du squelette devaient être arrangeables si on savait s'y prendre. Le tout, c'est de savoir s'y prendre. Donc, j'ai compris que pêchant par un manque d'élasticité, eh bien, il fallait récupérer cette élasticité. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que tous ces mots qui font très, très mal et très peur, comme les sciatiques, les rhumatismes, etc., tout ça dépend de notre système musculaire déficient? Absolument, absolument. Pas déficient, trop fort. Trop fort. Trop fort. Et plus les muscles du dos se fortifient et se raccourcissent, plus ceux du devant se ramollissent. Mais je suis étonné parce que quand on palpe un sujet quelconque, on s'aperçoit que derrière il a des muscles comme de l'acier et devant c'est comme du coton. Et à mesure que la vie se déroule, eh bien la chaîne postérieure se durcit et se raccourcit, et les muscles antérieurs, parce qu'il n'y a pas de chaîne antérieure, les muscles antérieurs se ramollissent et s'allongent. Mais est-ce que dans notre vie quotidienne, on ne peut pas... on fait des exercices, on bouge, on a des occupations. Est-ce que ce n'est pas assez pour entretenir cette musculature élastique? Hélas, il n'y a aucun mouvement naturel qui puisse allonger cette chaîne parce que c'est justement une chaîne, parce que ces muscles s'enjambent. Et quoi qu'on fasse, qu'on allonge ou qu'on raccourcisse un segment quelconque de la chaîne, tout l'ensemble se raccourcit. Il n'y a aucun mouvement naturel
qui puisse allonger cette chaîne. On a pensé à faire des suspensions, ça n'a rien donné, au contraire. On a pensé aux tables d'élongation, c'est que ça donne des résultats lamentables. Il n'y a aucun moyen, si ce n'est un travail de contraction excentrique. C'est-à-dire que quand un muscle part pour se raccourcir, si on arrive quand même à l'allonger, eh bien intérieurement, il est allongé intérieurement, parce qu'il est fait d'éléments contractiles et d'éléments élastiques. Alors si on arrive à le faire contracter en tirant dessus, on arrive à l'allonger, tout en lui conservant sa force. Ça me paraît très compliqué. Ça paraît très compliqué. C'est extrêmement compliqué à définir. Et c'est donc une technique très difficile à appliquer. Très difficile à appliquer et extrêmement précise. Mais compte tenu du fait que vous dites que c'est un enchaînement, toute cette musculature qui nous actionne, nous permet de bouger, est-ce qu'on ne peut pas avoir parfois des fausses alertes, avoir mal à un endroit, ça ne correspond pas du tout à l'endroit qui est défectueux? C'est toujours comme cela. Je dis à mes élèves, ce n'est jamais là où il y a une déformation, où il y a une douleur, qu'il faut travailler. Là où de ce dont se plaint le malade, ce pourquoi il vient, c'est toujours une conséquence d'autre chose. Un pied plat, par exemple. Eh bien, un pied plat, c'est pas une histoire de pied, c'est une histoire de genou qui tourne en dedans. Et le genou qui tourne en dedans, c'est la chaîne postérieure qui se raccourcit. Et comme elle fait en même temps les rotations, eh bien, elle tourne les genoux. Et il y a priorité, ça aussi depuis les sauriens qui n'ont pas de rotateurs externes, il y a une priorité pour la rotation dedans. Alors, le pied plat, c'est pas un pied, une voûte qui s'affaisse, c'est une voûte qui se renverse. Et la meilleure preuve, c'est que ce qu'on appelle le sustentaculum thallique, qui est une petite éminence osseuse qui doit se trouver du côté interne et qui ne doit jamais se trouver au sol, dans le pied plat, il est au sol. C'est-à-dire qu'au lieu de marcher sur sa face plantaire, le sujet marche sur sa face interne. Et c'est pas la voûte qui s'est effondrée. Alors c'est inutile d'essayer de se faire son propre diagnostic dans des conditions pareilles. Ben oui, c'est très difficile. Est-ce que vous avez pu observer au cours de cette longue pratique, quand même, ça fait 30 ans maintenant que vous utilisez, vous enseignez votre méthode, qu'il y avait un rapport entre le physique et, comment dirais-je, l'esprit, en fait? Oui. Vous savez, on essaye. Moi, j'ai toujours été un peu révolté par cette idée de l'âme dans un corps qui est un récipient. Je ne crois pas du tout que ce soit comme ça. Et ce qui me confirmerait dans mon opinion, c'est que l'esprit et le corps sont intimement liés. On ne sait pas lequel commence, dans certains cas. Moi, mon expérience me montre que c'est le plus souvent, je ne dis pas toujours, mais le plus généralement, le corps qui commence à se déformer, etc., qui tiraille et qui obnubile l'esprit ou qui crée l'angoisse et qui crée tout cela. Cependant, il ne faut pas nier que dans certains cas, des stress psychiques peuvent entraîner des contractures. D'ailleurs, notre état physique est en relation très étroite avec notre état psychique. Le dos d'un chien en arrêt, le dos d'un chat en colère, c'est pas la même chose que le dos d'un chien qui se promène ou un chat qui se promène. Le dos d'un homme qui vient de perdre sa situation n'est pas le même que le dos d'un homme qui a gagné à la loterie. Et nos impressions, notre attention, le fait de faire attention, fait que tous les muscles entrent en contraction. Comment vous expliquez, alors vous vous trouvez tout à fait contre un certain courant, je dirais, qui vote pour qu'on fasse du jogging, de la gymnastique, du yoga, de la bioénergie et j'en passe? Oui, il y a des techniques bioénergie haute que je ne connais pas, j'en parlerai pas. Je ne veux pas pratiquer de yoga, mais j'ai assez vu de gens qui en faisaient, j'ai lu des ouvrages là-dessus. Et je suis désolé de voir combien les gens aiment mettre la fugue de Bach sur les chevaux de bois. Le yoga, ça n'a jamais été fait pour arranger une colonne vertébrale. Ça a été fait
par des gens, des mystiques, des gens religieux, qui vivent dans des montagnes, qui vivent comme des ascètes et qui cherchent à gagner le paradis, à le voir, etc. Enfin, ils ont mis au point une technique pour arriver à cette sorte d'état de grâce. C'est un peu comme les tremblements des Quakers, etc. N'est-ce pas? C'est un moyen de se mettre dans un certain état. Alors on prend ça comme gymnastique. Mais je dis, mon Dieu, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Enfin, où on s'arrange la colonne vertébrale, où on gagne le paradis, mais on ne fait pas les deux d'un coup. C'est pas vrai. Est-ce que c'est... votre côté oriental vous incitait pas, vous destinait pas en quelque sorte à une étude de ce genre-là? Je trouve qu'il y a une certaine correspondance entre ce que vous me dites et votre passé, puisque vous êtes né à Hanoï, je pense. C'est ça, je suis né à Hanoï. C'est pas tellement parce que je suis né à Hanoï et que j'y ai vécu, parce que j'étais malade tout le temps, je peux circuler, je suis arrivé en France à 9 ans comme un enfant de 5 ans. Mais c'est plutôt, je pense, parce que j'étais allaité par une anamite. Et vous savez, le lait marque beaucoup plus que le sang. En tous les cas, rien de ce qui est extrême oriental ne m'étonne. Et je me suis trouvé très mal à l'aise en France quand je suis arrivé. Oui. Tout le monde me dit, ah mais ça c'est chinois, mais je peux étudier les choses chinoises, mais automatiquement je me trouve à l'aise là-dedans. Et oui. Françoise Mézières, c'est déjà tout le temps que nous avons. Merci beaucoup. Je vous remercie.